Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Nous sommes le mardi 4 novembre. Soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés. Nous changerons de continent pour aller au Paraguay où le prince Albert II effectue actuellement une visite officielle. Le point sur des travaux Larvoto, avenue Princesse Grasse, un chantier qui a débuté en octobre pour moderniser le quartier et améliorer la mobilité. Notre invitée Isabelle Galli nous parlera de l'intelligence artificielle dans notre quotidien à l'occasion de la 3e édition de l'Immersive Week cette semaine à la Maison du Numérique. Yes Woman, cette nouvelle association caritative vient en aide à d'autres associations par le biais de galas pour honorer notamment des femmes engagées dans la lutte contre le VIH-Sida. Justice, sacrifice, c'est le titre de la prochaine pièce proposée par la compagnie Florestan pour célébrer ses 40 ans. Vous allez vous retrouver au cœur d'un procès qui se jouera au Théâtre des Variétés ce vendredi. Et enfin, après 122 ans d'existence, la boutique Capucine, spécialiste de la chaussure, baisse son rideau. Nous reviendrons sur plus d'un siècle d'activité. Nous ouvrons donc ce journal en prenant la direction de l'Amérique latine. Le prince Albert II a débuté un déplacement qui l'emmènera dans un premier temps au Paraguay, puis au Brésil. Bonsoir Émilie Rousseau, vous suivez ce déplacement avec Sylvain Péroumal pour Monaco Info. Ce déplacement a donc débuté au Paraguay. Il s'agit de la première visite officielle du souverain dans ce pays. Oui, c'est une visite historique ici à Asunción, la capitale du Paraguay. Un déplacement de 3 jours placé sous le signe de la diplomatie, de l'économie, de l'environnement et de la culture. Il était aux alentours de 18h à Asunción, 22h heure de Monaco, quand le prince Albert II est arrivé lundi à l'aéroport Silvio Pettirossi. Il a été accueilli notamment par le ministre des Affaires étrangères du Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, avant de recevoir les honneurs militaires. Après cet instant protocolaire, cette première visite officielle du chef d'État monégasque a été marquée par un moment de recueillement au Panthéon des héros. Ce monument, situé dans le centre-ville de la capitale, est un lieu de mémoire d'une grande valeur patriotique. Le Panthéon national des héros, comme son nom l'indique, c'est un panthéon pour rendre hommage aux grands hommes de la patrie. Et c'est là que reposent les dépouilles de nos grands héros nationaux. La construction du Panthéon national des héros a débuté en 1863. Il se voulait alors une chapelle dédiée à la Vierge Marie. C'est en 1936 qu'il devient un mausolée d'État pour ne jamais oublier ceux qui ont perdu la vie pour le pays. Le prince Albert II a ensuite été reçu au Palacio de López par le président de la République du Paraguay, Santiago Peña. Il s'agit de la 2e rencontre entre les deux chefs d'État depuis celle de juillet 2024 en France, à l'ambassade de Monaco à Paris, pendant les Jeux Olympiques. Après un entretien bilatéral, une réunion élargie entre les délégations paraguayennes et monégasques s'est tenue au sein du palais présidentiel. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations de coopération entre le Paraguay et la principauté, notamment dans les domaines de l'environnement, du commerce et de la culture. Nous avons tout à faire et tout à développer. Évidemment, c'est une relation de respect, d'amitié, de coïncidence dans les grands espaces multilatéraux, parce qu'on a des politiques similaires face aux grands défis globaux, comme par exemple la protection de l'environnement, le changement climatique, la lutte contre la pauvreté, les droits de l'homme, etc. Donc je pense qu'on a beaucoup de coïncidences, mais aussi on a l'opportunité de développer beaucoup mieux tout ce qui est la coopération bilatérale, les échanges économiques et commerciaux. Témoignage des excellentes relations entre les deux pays, le prince Albert II s'est vu remettre l'ordre du maréchal Francisco Solano, l'une des plus hautes distinctions honorifiques du Paraguay, qui porte le nom d'un héros national, notamment connu pour avoir mené le pays pendant la guerre de la Triple Alliance. De son côté, le prince souverain a remis au président Santiago Peña la médaille de Grand Croix dans l'ordre de Saint-Charles.
La première journée de cette visite officielle s'est clôturée par un dîner de gala organisé par le ministère de l'Industrie du pays et en présence notamment des pilotes de Formule 2 et de Formule 3, Joshua Dirksen et Matteo Valente. Cette soirée a d'ailleurs été marquée par une vente aux enchères au profit du sport automobile au Paraguay. L'avenue Princesse Grace s'apprête à changer de visage. Un vaste chantier a débuté en octobre dernier pour moderniser le quartier et améliorer la mobilité. Des travaux qui dureront près de 2 ans et qui impacteront quelque peu la vie des riverains avant de laisser place à une avenue qui devrait être plus verte et plus fluide. C'est un reportage de Vanessa Dessy sur des images de Julien Laugier. Un important chantier d'aménagement dans la continuité du projet Testimonio 2 transformera durablement l'avenue Princesse Grace, l'objectif étant d'améliorer la mobilité, l'esthétique et le cadre de vie. Plusieurs points vont être mis en avant, la mobilité notamment avec la création de pistes cyclables. Il faut savoir que de par ces créations de pistes cyclables, on a l'élargissement des trottoirs qui vont permettre de fluidifier aussi la circulation piétonne. Nous aurons également des espaces verts agrandis, amélioration aussi des circulations bus. Donc on aura deux virages qui auront été créés sur l'ensemble de l'avenue afin de permettre une meilleure circulation des bus. Si des perturbations sont attendues, les bénéfices seront nombreux. Le gouvernement princier est conscient des gênes temporaires occasionnés. Des campagnes de communication régulières accompagneront chaque étape pour informer, expliquer et rassurer les riverains. On se retrouve un peu dans cette configuration actuellement, donc il y aura des phases de pilotage qui seront en tout cas maintenues au minimum et nous ferons le nécessaire pour que la circulation soit le plus fluide possible. Il faut savoir que le projet va s'étendre jusqu'à fin 26, donc il faut s'attendre à des travaux, des nuisances en tout cas, jusqu'à la fin de l'année prochaine. Des travaux en tout cas qui sont nécessaires, mais les perturbations seront provisoires, c'est-à-dire que le projet se fera par phase, donc il y aura forcément des communications qui seront mises en avant avant chaque point d'étape. C'est avec une campagne d'enrobé qui sera réalisée sur l'ensemble de la voie, et pour le côté esthétique et pratique en tout cas pour les usagers. Un nouveau mur végétalisé viendra habiller la façade du parking Testimonio, symbole d'une avenue plus verte. La Maison du Numérique accueille en ce moment la 3e édition de l'Immersive Week avec pour thématique principale l'intelligence artificielle au service de l'humain. Au programme, tout au long de la semaine, 8 conférences pour mieux comprendre les enjeux du numérique, dont celle de la spécialiste Isabelle Galli, qui vient de se dérouler à l'instant. Elle a été nommée en 2023 directrice de la Maison de l'intelligence artificielle à Sophia Antipolis. Et elle est avec nous. Isabelle, bonsoir. Bonsoir. Vous avez donné une conférence là sur la thématique « Ce que l'intelligence artificielle change dans nos vies ». Je vous pose tout simplement la question, tout bêtement. Qu'est-ce qu'elle change dans nos vies, finalement, cette intelligence artificielle ? Eh bien, l'intelligence artificielle est une révolution cognitive. Donc, c'est une révolution de la connaissance et de son rapport à la connaissance. Et pour la première fois dans nos vies, il y a un outil qui est capable de penser. Il y a une grosse différence entre ce que l'on peut trouver sur le web et l'intelligence artificielle. Le web n'était pas déjà une sorte d'intelligence artificielle ? Alors, pas du tout. Là, le web était une révolution de la communication. Ça a été un moyen de mettre en lien, finalement, des savoirs à portée de main de n'importe quel internaute, puisqu'il suffisait de cliquer pour activer un lien et aller visiter une bibliothèque. Avec l'intelligence artificielle, on est à disposition un encyclopédiste qui est en capacité de nous répondre. Justement, donnez-nous quelques exemples. À quel point cette intelligence artificielle est performante ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Eh bien, déjà, l'intelligence artificielle, elle est partout autour de nous. On l'utilise au quotidien. Elle ne compte nos pas. Elle est en capacité de nous améliorer notre bien-être, puisque avec le comptage des pas, elle va nous recommander de faire un peu de sport ou pas. Elle va prédire, puisqu'une de ses grandes caractéristiques, c'est la prédiction. D'accord. Donc, elle va prédire où on va. Elle va également améliorer nos trajets. Tous les matins, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans vos téléphones portables, désormais, elle vous dit combien de temps vous allez mettre pour aller où vous allez habituellement. Elle vous sert aussi à classer vos photos dans vos téléphones portables, puisque les visages des gens, elle les reconnaît d'elle-même, puisque désormais, c'est une technologie qui voit, et tout ça sans interface, tout ça avec un simple dialogue avec elle. Alors vous me dites qu'elle peut prédire, je vais pouvoir gagner au loto avec elle ? Pas tout à fait, mais elle va pouvoir chercher toutes les récurrences et optimiser
puisque c'est sa caractéristique, statistiquement, les chances que vous avez de gagner ou de perdre. D'accord. Est-ce qu'il faut se fier à l'intelligence artificielle ? Je vais vous donner un exemple très concret qui s'est déroulé ce week-end en ce qui me concerne. On me posait une question sur un point d'arbitrage dans une discipline sportive, peu importe, et j'ai interrogé ChatGPT pour avoir la réponse, qui m'a donné en 2 secondes. Je l'ai montré à la personne qui m'a posé la question. Elle m'a dit « Oh là là, mais toi tu regardes ChatGPT, faut faire attention, il y a que des conneries là-dessus. » C'est ce qu'elle m'a dit. Quel est votre constat, votre réponse par rapport à ça ? Ça dépend si la réponse était vraie ou pas. Donc ça, je ne sais pas si votre réponse. Oui, elle était bonne. Elle est souvent bonne parce que, à force d'entraîner les larges langages modèles, c'est-à-dire les langages qu'il y a derrière ces intelligences artificielles, elles ont en probabilité de plus en plus de chances de vous donner la bonne réponse. Mais on parle bien de probabilité. C'est-à-dire que même si une intelligence artificielle est fiable à 95%, il reste 5% d'erreur. La difficulté que l'on a en tant qu'humain, c'est qu'on n'aime pas les incertitudes. C'est quelque chose d'assez ancien dans le cerveau humain, qui a été largement documenté. Et du coup, on va tendance à surestimer le résultat de l'IA et on va se dire si c'est fiable à 95%, donc c'est juste. Mais il reste que dans 5%, c'est des erreurs. Et ces 5% d'erreurs, c'est 100% d'erreurs quand elle la commet. C'est aussi un assistant personnel et individuel pour chaque personne, en quelque sorte. Tout à fait. C'est la première fois qu'un outil vient non pas améliorer l'organisation, mais vient bien suppléer l'individu. C'est-à-dire que chacun, grâce à l'intelligence artificielle, peut devenir plus compétent. On dit même que ça nivelle les compétences par le haut, puisque quelqu'un qui a des difficultés à écrire, quelqu'un qui a des difficultés à organiser sa pensée, grâce à l'intelligence artificielle, devient aussi doué que n'importe lequel d'entre nous. Selon vous, on est seulement au début de l'intelligence artificielle, ça va sensiblement évoluer ou on est déjà à un niveau très avancé ? Alors c'est un des grands paradoxes. C'est l'intelligence artificielle est une science très ancienne, une technologie qui date. On remonte, alors sans remonter à l'Antiquité, on remonte au moins aux années 50, avec une grosse avancée dans les années 2010, grâce au deep learning, c'est-à-dire le fait que les machines soient en capacité d'apprendre grâce à l'exposition à de très grosses données. Mais depuis 2 ans. Nous avons eu cette rupture d'usage qui est les larges langages modèles et notamment ChatGPT, qui a fait tomber la barrière technologique, c'est-à-dire que désormais on peut, sans rien connaître à l'informatique, sans rien connaître au code, sans rien connaître aux technologies, dialoguer avec des machines. Et est-ce que ces machines-là vont s'améliorer ? Elles s'améliorent à la marge à l'heure actuelle, c'est-à-dire que les modèles sont de plus en plus pertinents, ils connaissent de plus en plus de choses, le savoir mondial est de plus en plus avalé, on va dire, par les machines, appris, quelles que soient les langues, puisqu'elles progressent aussi en langue. Donc vous avez toutes les langues du monde, tous les savoirs du monde qui sont compilés dans ces modèles de langage, donc elles s'améliorent, mais c'est pas pour autant que l'on sait si elles vont faire un saut quantitatif, un saut qualitatif plutôt. Et la super intelligence qui fait un peu peur à tout le monde, rien nous dit, mais vraiment rien, nous dit qu'elle apparaîtra un jour. Je le rappelle, la Maison du Numérique organise sa 3e édition de l'Immersive Week de ce mardi jusqu'à vendredi avec de nombreuses conférences. Isabelle Galli, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Le programme du meeting d'athlétisme Herculis a été dévoilé. Il se tiendra le 10 juillet prochain. En ce qui concerne les épreuves chez les femmes, il y aura le 200 mètres, le 400 mètres, le 3000 et le 5000 mètres, le 100 mètres haies, la perche, le triple saut et le javelot. Et chez les hommes, le 100, 400, 800, 3000, 5000 et 3000 mètres steeple, sans oublier les sauts en hauteur et en longueur. Et moins réjouissant, le joueur de tennis monégasque Lucas Catarina a annoncé sur les réseaux qu'il mettait un terme à sa carrière professionnelle. Miné par les blessures, Lucas Catarina aura passé 10 années sur le circuit professionnel. Il aura représenté de nombreuses fois Monaco en Coupe Davis ou encore lors des Jeux des petits États d'Europe. Vous pouvez retrouver un long entretien de ce joueur monégasque dans le podcast de Monaco Info. Aujourd'hui, au Port Palace, c'est une nouvelle page qui s'écrit. L'association Yes Woman Monaco a été officiellement lancée. Christine Petit-Homel et Lionel Bernardi étaient sur place. Voyez le reportage.
Chaque année, l'association s'engagera en faveur d'une grande cause. Pour cette première édition, c'est la lutte contre le sida qui a été choisie comme priorité. Dès le 1er décembre, une soirée de gala mettra à l'honneur 2 associations particulièrement actives dans ce combat. Un trophée leur sera remis en reconnaissance de leur engagement et les fonds récoltés lors de cette soirée seront partagés entre les 2 associations. Tous les ans, il y aura une association systématiquement monégasque et une étrangère. Cette année, donc, c'est Fight AIDS Monaco, de SS La Princesse Stéphanie de Monaco, et l'association Penduka en Namibie, qui, toutes deux, accompagnent des personnes qui sont en état de fragilité et de vulnérabilité, et plus particulièrement les femmes. Alors pourquoi pas que les femmes, mais pourquoi les femmes? Parce qu'aujourd'hui, le sida touche plus grandement les femmes. La première idée, c'était déjà de remercier ces femmes-là qui sont impliquées. La deuxième chose, c'était de leur offrir de la communication, parce que la communication, en fait, bien souvent, quand on n'est pas concerné par une cause, on ne va pas aller systématiquement sur le site ou les réseaux sociaux de cette cause-là. En revanche, nous, on va devenir une communication transversale et Yes Women va devenir ce fil conducteur, ce fil rouge. Et on va comme ça mettre l'accent et surtout mettre la lumière sur ces différentes actions et différentes associations. Donc ça, c'est le deuxième pilier, avec des réseaux sociaux, donc avec Yes Women Monaco sur Instagram et des conférences de presse comme on en a pu avoir aujourd'hui. Vous l'aurez compris, Yes Women Monaco souhaite avant tout fédérer. Un troisième pilier verra également le jour avec une levée de fonds simple mais participative. Une femme, 1 euro, car comme le souligne l'association, la vie est faite de petites actions et de petites victoires. Seul, on peut faire peu, mais ensemble, on peut accomplir beaucoup. L'idée, c'est de se dire, sur mon compte Instagram, j'ai 100, 1000, 1 million de followers. Et si je lançais une femme 1 euro et essayer d'avoir un maximum de dons comme ça et de créer pour la première fois de la viralité positive et que à partir du moment où on est sur les réseaux, c'est pour les bonnes choses et on crée un virus d'enthousiasme et de générosité. D'ici quelques semaines, l'action prendra une nouvelle dimension sur les réseaux sociaux. À travers Instagram, chacun pourra participer, s'engager et contribuer à sa manière. Yes Women Monaco invite donc tout un chacun à se mobiliser pour faire la différence. Ils s'apprêtent à souffler leurs 40 bougies pour l'occasion. La compagnie de théâtre Florestan présente son nouveau spectacle Justice, Sacrifice. Une pièce moderne et inclusive où les comédiens interagissent entre eux et avec vous, les spectateurs, qui êtes invités à prendre position. Vous pourrez découvrir cette pièce ce vendredi au Théâtre des Variétés. Marie Bonnet-Blanc et Camille Caloni ont assisté aux dernières répétitions. Calmez-vous. Calmez-vous. Est-il coupable? Est-il innocent? C'est la question que vous allez vous poser tout au long de ce spectacle. Les 12 personnages débattent, certains veulent à tout prix sauver le destin de ce jeune homme, tandis que d'autres sont convaincus de sa culpabilité. Pour moi, c'est certain, il est coupable. Et le problème, c'est qu'on est dans une salle de délibération dans laquelle il faut l'unanimité pour que l'accusé soit tué, en fait, sur la chaise électrique. C'est ce qui risque. Et on a une petite réfractaire qui vient nous embêter par son vote non coupable. Et je vais essayer de défendre mon avis par rapport à mon vécu. Et c'est un petit peu tout le sujet. C'est chacun par rapport à son vécu va défendre son opinion. Et c'est ce qui rend en fait la délibération un petit peu délicate. C'est qu'on n'arrive pas à faire abstraction de ce qu'on a pu vivre et de nos colères et nos ressentis. Voilà. Cette création marque un véritable aboutissement pour la compagnie après 5 mois de travail acharné. La pièce s'articule autour du thème de la justice, un choix loin d'être anodin. Il nous semblait en fait primordial, surtout dans nos sociétés occidentales actuelles. Et c'est un gros clin d'œil aussi à ce qui se passe aux États-Unis, puisque la pièce reprend en filigrane les 12 en colère, pièce écrite par Reginald Rose, donc qui est un dramaturge américain. Et c'était important pour nous d'entrer pleinement dans cette matière, puisque elle exprime tous nos meilleurs attraits, tout comme nos pires méfaits. La compagnie Florestan vous donne rendez-vous le 7 novembre à 20h30 au Théâtre des Variétés de Monaco. Le rendez-vous est pris.
Certains pourraient se dire que c'est une page de l'histoire monégasque qui se tourne. Après 122 ans d'existence, la boutique Capucine baisse son rideau. Véritable institution de la principauté, elle a longtemps été le rendez-vous des amateurs de chaussures et des monégasques attachés à leur commerce de proximité. Un reportage de Vanessa Dessy et Alexandra Paolini. Fondée en 1956, Capucine a longtemps été une référence locale. À l'époque, les chaussures se choisissaient avec soin, souvent pour durer des années. Alain Lator a repris la boutique dans cette rue commerçante, alors en plein essor, la rue Caroline. Dès 1903, c'est une date à laquelle j'ai retrouvé peut-être la naissance de ce magasin Capucine, disons dans un vieil agenda que j'ai, qui se situait déjà ici dans la rue, peut-être un peu plus haut, du côté de la rue Florestine, et il est venu ici après, au 15 de la rue Caroline, juste après la guerre. Ma mère y a travaillé donc avant, pendant et un petit peu après la guerre. Elle a eu après un arrêt de quelques années, et en 1956, elle a racheté le fonds pour devenir propriétaire. Au fil des décennies, la boutique a vu défiler les modes, les générations et les époques. Véritable institution du commerce monégasque, Capucine faisait partie du décor. Les habitués y venaient autant pour choisir une paire de chaussures que pour échanger quelques mots. Je pense avoir chaussé 4 générations. Voilà, donc ça fait effectivement beaucoup de pieds. Le contact avec les gens que j'ai eu, les clients, dans toutes ces années, disons 57 ans que j'y suis, ça a été très, très enrichissant pour moi. Et ils sont devenus souvent des amis, souvent des personnes que je rencontre un peu de partout et avec lesquelles j'ai toujours plaisir de saluer, dire bonjour. Et je pense que ça a encore duré comme ça après. Aujourd'hui, le rideau se baisse définitivement pour laisser place à un café. Mais l'histoire de la boutique Capucine restera celle d'un lien fort tissé entre des générations de clients. C'est donc une page qui se referme et une nouvelle qui s'ouvre. Les photos de fin de JT sont consacrées aujourd'hui au calme avant la tempête, entre guillemets, et le match de Champions League de ce soir en Norvège. Ce sont des photos d'ambiance de Manuel Vitali, en attendant Bodo-Monaco, match comptant pour la 4e journée de Ligue des Champions. Et juste après, vous retrouverez la météo de Christina Tomel. Ce journal est terminé. On se retrouve mercredi à 19h pour une nouvelle édition. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. À demain. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à tous. Demain, mercredi 5 novembre, le soleil brillera sans partage sur la principauté. Une journée radieuse en perspective avec un ciel parfaitement dégagé du matin jusqu'au soir. Les températures resteront douces, comprises entre 10 et 18 degrés. Et puis le mardi, c'est le jour de la météo de l'eau mise en place par la Société monégasque des eaux. Alors cette semaine, nos réserves d'eau ne couvrent que 25 à 50% de nos besoins. Donc, prenez soin de notre planète. Et puis, nous fêterons Sainte Sylvie, patronne des mères de famille. Le dicton du jour dit « À la Sainte Sylvie, soleil et pluie font des fruits à l'envi ». Et cette fois, c'est bien le soleil qui aura le dernier mot. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.